c'est toujours les zonas. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Bonjour les premières, eh bien nous aussi on arrive en ville, du moins on retourne en ville. C'est pour ça que j'ai introduit ce cours avec la musique de Starmania chantée par Balavoine quand on arrive en ville justement, puisque nous travaillons toujours en géographie sur la métropolisation. Et donc, je vais revoir avec certains rapidement, puisque j'en avais parlé en cours, mais ça a été assez haché. Il y a eu un problème dans une classe en première set de demi-groupe qui a eu cours, l'autre groupe qui n'a pas eu cours. Bref, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je tenais à revoir quand même un petit peu en détail le grand B, donc à l'échelle mondiale, un processus qui transforme les métropoles. Et puis ça a complété ce cours, mais revoir certaines choses, dans tous les cas, ne fera pas de mal. Donc, dans le grand B, à l'échelle mondiale, un processus qui transforme les métropoles, rappelez-vous, hein, il fallait étudier ce schéma qui est très important hein, dans ce cours, qu'il faut connaître, qu'il faut d'ailleurs que vous sachiez refaire. Donc, entraînez-vous à le faire. Le schéma qui indique les recompositions des espaces intramétropolitains. Et donc, il y a deux questions auxquelles il faut répondre en observant ce schéma et notamment sa légende, hein, qui a l'air assez complexe. C'est la première question, localiser et caractériser les différents espaces intramétropolitains. Et ensuite répondre à la question 2, quelle dynamique socio-spatiale observe-t-on? Donc la première question, comme la deuxième, doivent se faire donc à partir de ce schéma que pour une classe j'ai distribué, que pour l'autre classe, les premières deux de mémoire, il faudra attendre le retour à Renoir pour que je puisse vous la donner. Mais en attendant, vous l'avez hein, sur le cours que je vous distribue. Donc, c'est une question à laquelle il faut répondre donc avec ce schéma. Et également, on peut largement s'inspirer du travail que vous aviez fait sur les métropoles, vous savez, où il fallait décrire les points communs et les différences de Mumbai, Londres, Le Caire et Istanbul avec la métropole de Sao Paulo qu'on avait étudiée dans l'étude de cas filée. Donc, localiser, caractériser les différents espaces intramétropolitains, c'est-à-dire en gros localiser les différents espaces qui sont à l'intérieur de la métropole, hein, donc qui sont dans la métropole. On a donc un code, c'est le premier point, hein, avec les différents espaces, on les a ici, hein. Donc on a d'abord un centre historique, donc indiqué en marron. Alors, puisqu'on vous demande de le caractériser, je vais le faire en même temps. Le centre historique, généralement, c'est le quartier le plus ancien de la ville, notamment dans les villes du Moyen-Orient ou les villes européennes, hein. C'est donc le quartier dans lequel on trouve notamment les monuments historiques. Donc pour Paris, par exemple, ça va être les quartiers du centre de Paris, hein, où on va trouver, je sais pas moi, Notre-Dame, le Louvre, donc des monuments historiques anciens. À Istanbul, on va trouver la basilique Sainte-Sophie ou la mosquée bleue. À Londres, on va trouver, eh bien, je sais pas moi, Westminster, Big Ben, le pont de Londres. À Mumbai, on va trouver la grande gare SNCF, la célèbre gare SNCF de Mumbai, qui est considérée comme la plus belle gare du monde. Non, c'est pas Limoges, hein, même si nous, on est un peu chauvin, mais c'est vrai que celle de Mumbai, elle est pas mal quand même. Puis bon, on n'a pas trop à se plaindre, nous. Donc, on y trouve essentiellement des monuments historiques, et c'est le quartier le plus ancien, avec souvent des rues assez resserrées, hein, même on a tenté un peu de l'élargir. Par exemple, c'est le quartier latin à Paris, donc des rues souvent un peu étroites. Ensuite, si on s'éloigne, ben, vous voyez, il y a un deuxième cercle, hein, c'est ce qu'on appelle la ville-centre. Donc, au sein d'une métropole qui comporte plusieurs villes satellites autour de la ville-centre, la ville-centre, donc, si je prends un exemple, pour Limoges, pour l'agglomération de Limoges, Limoges serait la ville-centre et la banlieue, ça serait les communes autour, hein, donc Île, Riac-Rancon, Condat-sur-Vienne. Donc, Limoges serait, si vous voulez, en rouge. Donc, on aurait la ville-centre.
Donc dans la ville-centre, qu'est-ce qu'on trouve comme activité? Eh bien, on trouve le CBD. Donc CBD, ça vient de l'anglais Central Business District. Ça veut dire le quartier central des affaires. Donc c'est le quartier des affaires. Donc à Londres, ça va être la City et le nouveau quartier des affaires Canary Wharf. Euh, à Istanbul, c'est le quartier du Levant, hein, à Istanbul. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, quartier des affaires, hein, c'est là où on va trouver, pardon, les sièges d'entreprise, des bureaux, donc des fonctions de commandement dans le domaine notamment économique. Donc, c'est un quartier qui se caractérise généralement par des grands buildings, hein, à New York. Ça serait évidemment Manhattan, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve également donc dans la ville-centre? Bah, si vous regardez la légende, là, les hexagones jaunes, ça correspond à des pôles de services de recherche et universitaires. Donc, vous pouvez trouver par exemple de très vieilles universités, par exemple. À la lisière de ce quartier, vous pouvez trouver des grandes zones commerciales, mais elles ont plus tendance à être dans les communes de la première couronne périurbaine ou la banlieue. Donc, justement, c'est la troisième zone qui nous intéresse, les communes de la première couronne périurbaine et de la banlieue. Donc, c'est le troisième espace intramétropolitain. Donc, c'est un espace dans lequel on trouve essentiellement des fonctions de logistique, hein. Alors, la logistique, ça correspond à la manutention, au transport, au conditionnement. Ensuite, et dernier et quatrième espace intramétropolitain, hein, celui qui est en, je sais pas comment le définir, en jaune très clair ou en oui, peut-être marron très clair. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation et l'extension de l'aire métropolitaine. Donc, qu'est-ce que c'est la périurbanisation, hein? C'est le processus par lequel, en fait, la ville va s'étaler, s'étendre sur notamment des espaces ruraux. Donc, elle s'étale toujours plus loin, hein. Vous voyez d'ailleurs les flèches qui indiquent comment la périurbanisation gagne toujours du terrain. Rappelez-vous, on avait vu différentes vidéos montrant l'étalement urbain des villes. Eh bien, c'est une conséquence de la périurbanisation. Alors, pourquoi il y a périurbanisation? Pour plein de raisons, hein. Ça peut être, par exemple, dans des villes européennes, le fait que des populations sont en recherche de loyers moins élevés et d'avoir davantage de surface et une qualité de vie meilleure avec davantage d'espaces verts en s'éloignant un peu des centres-villes, hein, surchargés, bruyants, pollués et avec des loyers extrêmement élevés. Donc, certaines populations vont s'installer plus loin que le centre historique, hein, ou que la ville-centre. Ça peut être aussi pour des raisons économiques, hein. Par exemple, beaucoup d'entreprises, d'industries, de centres commerciaux vont s'installer eh bien, là où il y a du terrain disponible et du terrain disponible en quantité et à des prix beaucoup moins élevés. Donc c'est pour ça qu'il va s'installer toujours plus loin à la campagne. Et si vous venez à l'échelle d'une ville comme Limoges, ben, vous voyez bien que Carrefour City, pas Carrefour City, Carrefour Boisseuil ou Family Village se trouvent eh bien, vraiment à l'extrême limite de la ville de Limoges, là où évidemment il y avait de la place pour construire ce genre de structure. Et d'ailleurs, elle se trouve également, comme on peut le voir indiqué sur la carte, hein, si vous voyez les zones commerciales, où est-ce qu'elles se trouvent? Eh bien, à proximité euh, d'importants axes de transport, axes de communication, parce que bah, évidemment, il faut pouvoir drainer le flot de consommateurs pour aller dépenser leur argent dans les centres commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on trouve encore dans l'espace périurbain? Eh bien, on va trouver encore une fois des fonctions logistiques, hein, même au-delà de l'espace périurbain. On va trouver des fonctions logistiques. On va trouver également des pôles universitaires, hein. Ça peut être par exemple comme le pôle de Saclay pour l'Île-de-France. On va y trouver des aéroports. Alors les aéroports, à l'origine, ils étaient même pas dans l'aire métropolitaine, hein. Ils étaient même carrément à la campagne. Je pense par exemple à Roissy-Charles de Gaulle pour Paris. Et le problème, c'est que la ville grignote, 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 s'étale toujours davantage et que les aéroports finissent par se faire rattraper par la ville et avec toutes les conséquences aussi problématiques que ça peut poser, la pollution sonore, la pollution visuelle, tous les types de désagréments que peuvent poser le fait d'habiter à côté d'un aéroport. Il faut bien savoir qu'à l'origine, ces aéroports avaient été construits évidemment loin de la ville parce qu'il leur fallait de la place pour pouvoir évidemment construire les pistes, les entrepôts, les hangars, les salles d'embarquement. Donc on y trouve les aéroports, on y trouve les zones commerciales, on y trouve la fonction industrielle également. Vous remarquez bien, fonction industrielle, toujours au carrefour des axes routiers.
et en dehors et assez éloigné de la ville-centre pour éviter toutes les pollutions que peuvent provoquer les industries. D'autant plus s'il y en a qui sont classées Céveso. Vous avez cette classification qui classe les industries françaises en fonction de leurs risques technologiques, notamment. Vous avez dû voir ça l'année dernière en seconde. On trouve également des grands parcs de loisirs, hein, ça peut être Euro Disney pour Paris, ça peut être le parc Harry Potter à Londres, on peut y trouver également des grands espaces verts éventuellement. Bien, alors dans un deuxième temps, on vous demandait d'indiquer les dynamiques socio-spatiales que l'on observait à l'aide de ce schéma. Eh bien, les dynamiques socio-spatiales, on en remarque surtout deux. Alors, les dynamiques, généralement, elles sont indiquées, c'est le conseil que je peux vous donner, par des flèches sur une carte. Donc, vous regardez les flèches, elles sont de trois natures, en gros. Il y a l'étalement urbain, donc le fait que la ville s'étale, ça on en a parlé, hein, elle s'étale pour plein de raisons, mais la ville s'étale. Donc ça, c'est une dynamique socio-spatiale. La ville gagne de l'espace sur les espaces ruraux, elle s'étale toujours davantage. Deuxième dynamique qui est responsable de l'étalement urbain, c'est la périurbanisation, hein. La périurbanisation, le fait que des gens vont s'installer de plus en plus loin, eh bien, va provoquer cet étalement urbain. Et puis une troisième dynamique socio-spatiale qui est indiquée par cette flèche ici, c'est une dynamique qui s'appelle le phénomène de gentrification. Alors, qu'est-ce que c'est la gentrification? Eh bien, elle est liée au prix des loyers. Vous voyez que plus on est proche du centre historique, plus les loyers sont élevés, plus on s'en éloigne, moins les loyers sont élevés. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'origine? À l'origine, dans la ville-centre et dans le centre historique, vous avez des quartiers qui datent, par exemple, dans les villes des pays du Nord, souvent du 19e siècle, 20e siècle, début du 20e, qui sont en mauvais état, qui ont besoin de rénovation. Donc, à l'origine, vous avez des populations plutôt modestes, voire pauvres, qui y vivent. Puis petit à petit, il y a des promoteurs immobiliers, des politiques de ville qui sont mises en place où on va rénover ces quartiers, on va remoderniser les immeubles, remettre au goût du jour les maisons, les appartements, ce qui fait qu'évidemment, les loyers vont augmenter, ça va attirer une population aisée et la population pauvre, eh bien, elle va être chassée du centre-ville, mais pas chassée parce qu'on y envoie la police, non, elle est chassée tout simplement parce que là où vous payez avant un loyer, je sais pas moi, 300 euros, ben vous allez payer 1200 euros. Donc forcément, seuls les riches vont pouvoir s'y installer et les pauvres vont être obligés d'aller vivre eh bien, dans la banlieue, voire dans l'espace périurbain, c'est-à-dire très loin finalement de la ville-centre. Et ce qui entraîne d'ailleurs, vous savez, les migrations pendulaires avec des bouchons à heure fixe le matin et le soir quand on se rend au travail, c'est-à-dire quand on part de la zone périurbaine pour aller vers la ville-centre le matin et quand on fait le mouvement inverse le soir aux heures de pointe. C'est les fameux bouchons quotidiens de l'Île-de-France, par exemple, autour de Paris. Donc, ce qu'on remarque, en tout cas, dans les différents exemples étudiés, hein, dans les différentes villes qu'on avait étudiées, y compris dans l'étude de cas avec des villes comme Sao Paulo, c'est qu'on observe une opposition centre-périphérie, hein. On a vraiment un centre qui concerne les fonctions les plus dynamiques et une périphérie qui parfois peut être un petit peu mise à l'écart, y compris en termes de population. On vient de le voir avec le phénomène de gentrification. Euh, la fragmentation socio-spatiale également se voit renforcée, on vient d'en parler, hein. Donc les populations aisées vivent à l'écart des populations pauvres. Alors par exemple, dans les métropoles en développement, on a la multiplication de ce qu'on appelle des gated communities. Ici, vous avez l'entrée d'une gated community à Kemerburgaz, au cœur de la forêt de Belgrade, à Istanbul. Donc c'est un quartier qui est fermé, souvent gardé à l'entrée avec des caméras et vous ne pouvez pas donc y pénétrer sans y être invité. Alors pour illustrer ce phénomène de gentrification, hein, bah, vous avez par exemple cette diapositive qui montre la mise en valeur des quartiers historiques par des opérations de rénovation et d'aménagement comme dans Istiklal, Kadesi, l'artère commerçante de l'arrondissement de Beyoğlu à Istanbul. Donc on est dans un exemple de processus de gentrification. Vous l'avez également dans ce quartier de Beyoğlu qui est lui aussi travaillé par un processus de gentrification. Donc un quartier qui est réservé de plus en plus à la population aisée et donc une population une population pauvre qui se retrouve à devoir quitter ces quartiers aisés. Alors vous avez également l'exemple d'un quartier gentrifié, hein, à Londres, hein, c'est la gentrification, le document 3 page 22 hein, qui vous montre la gentrification le long du Regent's Canal. Et on vous dit c'était un canal qui était utilisé pour le transport de marchandises et qu'on y a détruit et réhabilité les usines qui le bordaient et on a ouvert une promenade et aujourd'hui c'est un quartier recherché par les populations
riches donc à Londres. Donc c'est un exemple de quartier gentrifié.